Bienvenue dans un nouvel épisode de Celle qui suit. Aujourd'hui, je reçois Aurélia Monaco. Elle est coach, danseuse, mais aussi autrice du livre J'assume mon hypersensibilité. Avec elle, on a exploré ce que signifie être une personne sensible, comment se reconnecter à soi, et apprendre à suivre sa propre voie plutôt que celle des autres. C'est une conversation à la fois douce, profonde et inspirante que je suis ravie de partager avec toi. Je te souhaite une excellente écoute. Et si tu osais enfin écouter la voix qui chuchote en toi depuis si longtemps, celle qui te dit qu'il est temps de ralentir, de te retrouver et de t'aimer. Bienvenue dans le podcast Celle qui suit, un podcast qui t'invite à reprendre ton pouvoir et à te reconnecter à ta véritable essence. Je suis Jenna, thérapeute holistique et exploratrice de l'âme humaine. Depuis plusieurs années, j'accompagne les femmes à travers la guérison des traumas, la reconnexion au corps et la libération des blocages inconscients. Dans ce podcast, je te partage mes réflexions, mes expériences et des outils concrets pour t'aider à revenir à toi tout en douceur. Dans celle qui suit, on parle d'amour de soi, de régulation du système nerveux, de blessures du passé, mais aussi d'intuition, de mouvement et de tout ce qui peut nous aider à vivre plus alignés et libres, parfois en solo, parfois avec des invités. Je t'invite à un voyage intérieur pour explorer ta vérité, au-delà des injonctions et des croyances limitantes. Alors si tu ressens l'appel de cette reconnexion à toi, abonne-toi au podcast et rejoins-moi chaque semaine pour une nouvelle exploration. Bonjour Aurélia et bienvenue dans le podcast Celle qui suit. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas? Alors, faut savoir que je n'aime pas me présenter parce que je sais jamais par quoi commencer. J'aime pas vraiment me présenter parce que je fais, etc. Donc, déjà, simplement, je m'appelle Aurélia Monaco. Donc, c'est mon vrai nom de famille, ça, on me le demande souvent. J'ai eu 40 ans le mois dernier. Je suis taureau, donc je suis quelqu'un qui aime l'essence, la sensorialité, la nature, la nourriture, la danse sensible, très sensible, hypersensible, comme on peut le dire, qui aime vraiment le monde intérieur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Depuis que j'ai eu mon bac, j'avais fait à l'époque un TPE sur la psychanalyse du complexe d'Oedipe à la psychanalyse de Freud. Donc, j'ai toujours été intéressée par la psyché humaine, la psychologie. C'est vraiment quelque chose qui m'attire et qui m'a beaucoup plus parlé que le monde, on va dire, matériel. Donc, là où certaines personnes vont être plus attirées par l'argent, les biens, la maison, etc., moi, c'était plus par les livres, me comprendre, me connaître. Euh, Même si petit à petit, j'intègre aussi toute la dimension matérielle comme quelque chose d'important, sans m'identifier, mais tu vois, d'important aussi. Donc, j'ai fait un peu le chemin, on va dire, peut-être à l'envers par rapport à la plupart des gens qui vont sur le matériel et après vont sur l'intériorité. Moi, c'était un peu plus l'intériorité. Et là, je commence à me dire, bon, bah, la matière, c'est cool. Donc voilà, après, plus concrètement, j'ai fait des études de droit, même si en mon fort intérieur, j'avais plutôt envie de faire de la psycho et d'être danseuse. Mais j'ai fait du droit, j'ai suivi des gens, des amis, en me disant, bon, bah voilà, le droit, c'est pas médecine, ça a l'air d'être un truc sérieux, et puis je veux continuer mes études. De fil en aiguille, j'ai continué et j'ai prêté serment en 2011 en tant qu'avocate et j'ai débuté ma carrière à ce moment-là en cabinet, à la défense. Puis j'ai continué pendant 7 ans dans la fiscalité des expatriés, qui est un peu une niche. Et puis voilà, ensuite, en fait, même avant, on en parlera peut-être, mais j'ai commencé, on va dire, un chemin personnel d'apprendre à me connaître pour aller petit à petit vers quelque chose qui me correspondait plus. Et donc, quitter mon CDI, parce qu'à l'époque j'étais en CDI, pour aller vers quelque chose qui me correspondait plus, comme je viens de te le dire, qui était formation en coaching, etc. Donc voilà dans les grandes lignes, mais si je devais me caractériser au-delà de tout ce que j'ai pu faire, c'est vraiment, je suis une personne qui aime le soleil, qui aime la musique et qui aime bien manger. Voilà, et danser. Alors ma première question, Aurélia, c'est comment était la petite Aurélia?
La petite Bah, je te Aurélia dis, de 5 à 10 ans, voilà, je te laisse large. De quoi elle rêvait, qu'est-ce qu'elle voulait, qu'est-ce qu'elle désirait. bah, moi, j'ai pas vraiment de souvenirs très très joyeux de mon enfance. Donc du coup, c'est vrai que je me disais, enfin, je te répondrais plutôt triste en fait. Plutôt, je me suis sentie une adulte dans un corps d'enfant assez tôt. Je pense que vers 5 ans, j'étais encore joyeuse. J'ai quelques souvenirs, tu vois. Ma mère travaillait dans un bar et j'allais la voir. Il y avait des clips de Madonna à la télé. J'étais hyper contente. J'avais envie de danser, etc. Mais ensuite, ouais, à partir de l'école primaire, j'étais vraiment dans beaucoup de réflexions, beaucoup d'émotions que je n'exprimais pas. Et donc, bah, j'avais pas vraiment de rêve. Enfin, je pense que j'en avais, mais que j'avais pas accès à ces rêves-là. Et que j'avais quand même des angoisses, tu vois, de mort. Est-ce que ma mère, tu vois, j'habitais en face de là où je vivais, donc je regardais à la pause, à la récré, est-ce que ma mère est rentrée, tu vois, des trucs qui, à 6 ans, sont pas nécessairement normalement les pensées qu'un enfant devrait avoir dans une innocence, quoi. Donc c'est vrai que j'ai souvent ressenti ce décalage, tu vois, avec d'autres personnes qui ont beaucoup aimé leur enfance, qui me disaient, ah mais c'est super, tu vois, on s'amusait, on jouait, on était libre. Et moi je me disais, ah, franchement, j'ai très peu de souvenirs de mon enfance et j'ai compris par la suite que bah en fait c'est parce que j'étais pas très bien en fait, même si j'étais aimée, etc. Mais je pense que j'étais probablement dans des considérations d'adulte, dans un corps d'enfant, du stress, de l'anxiété, etc. Donc, j'ai pas énormément de souvenirs de mon enfance. Euh, et donc, j'ai pas vraiment de rêve dont je me souviens à cette période-là. Euh, et après, voilà, après, vers l'adolescence, quand j'ai commencé à m'ouvrir un petit peu plus, c'était mieux. Mais c'est vrai que j'ai pas de souvenirs de ah ouais, l'enfance c'était génial, j'avais envie d'être astronaute, etc. Non, tu vois, j'étais plus dans des trucs vraiment est-ce que ma mère est rentrée? Est-ce que tu vois euh, quand le prof a donné mon nom en CP, je suis partie en courant, tu vois, j'ai voulu rentrer chez moi parce qu'on m'avait dit qu'il était un peu bizarre. Donc je pense que j'étais beaucoup dans des peurs en fait, sans savoir vraiment pourquoi, parce que c'est un peu l'ambivalence quand tu es enfant, c'est que tu captes toutes les émotions et en même temps, tu n'as pas la rationalité de savoir ce qui se passe. Donc, je pense que j'étais une éponge et que j'ai beaucoup absorbé des choses autour de moi qui m'ont pas forcément mise dans une situation d'insouciance, quoi. Il y a des événements peut-être qui te sont arrivés à toi ou peut-être dans ta lignée de femmes qui expliqueraient cette peur très jeune de la mort, cette anxiété. Ouais. Alors, c'est vrai que ma grand-mère a perdu un enfant et que ma mère me dit que très souvent, quand elle était petite, elle allait, tu vois, dans les toilettes, regarder par la fenêtre si sa mère, donc ma grand-mère, était rentrée. Donc, je pense qu'il y a un côté peut-être même plus, plus ancien à cette peur, tu vois. Je pense que ça doit être peut-être la mort d'un enfant ou peut-être que ma grand-mère, quand elle a perdu cet enfant, à l'époque, bon, les gens ne verbalisaient pas nécessairement ces choses-là. Donc peut-être qu'elle a justement porté cette peur de mort et que ma mère l'a ressentie. Enfin, tu vois, il y a plein d'hypothèses. Mais à mon avis, c'est des choses de l'ordre du non-dit, en fait, dans le côté ligné, tu vois. Et après, dans le côté plutôt, dans mon expérience personnelle de vie, mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans, un peu plus tôt. J'ai vécu du coup avec ma mère et je pense que il y avait ce côté bah, l'abandon et puis la fusion quelque part émotionnelle avec ma mère qui faisait que bah, je n'avais pas le père qui représente la sécurité et qui vient te rassurer quand tu as des angoisses, etc. Tu vois, donc à mon avis, il y avait aussi ce truc que j'ai pu ressentir assez tôt en fait, ma mère et moi, on est comme ça et l'une tient l'autre en vie, en fait.
Qu'est-ce qui, selon toi, avec le recul, a créé une différence quand tu es devenue adolescente? Tu dis, bah, Mhm. c'est devenu mieux. Et je pense que je me suis ouverte au monde et découverte à certaines passions. Et donc, il y avait un côté un peu de l'ordre de la petite émancipation où, en fait, en allant au collège, du coup, j'étais plus à l'école qui était juste en face de chez moi. Je partais avec mon sac. Tu vois, j'avais l'impression que j'allais super. J'allais chercher mes copines. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce lien à l'extérieur, aux amis. Je regardais beaucoup, beaucoup de clips à la télé, MTV, MTV Base. Tu vois, c'était vraiment mon quotidien. Donc, j'apprenais parfois des chorés à des copines, etc. Donc, je pense que je me suis ouverte sur un peu plus de joie et un peu plus ouais, de connexion avec d'autres personnes plus de mouvement en fait. Tu vois, j'avais vraiment ce côté un peu plus heureux et plus ouvert sur le monde. Mm. Donc la danse, hein, c'est quelque chose qui est présent depuis longtemps dans ta vie. Ouais, depuis longtemps, bah, ma mère adore la danse, mon père aussi, ma grand-mère aussi, mon grand-père aussi. Et puis, dans les souvenirs positifs que j'ai de mon enfance, c'est vraiment aussi quand j'allais chez ma grand-mère, on dansait toutes les deux. Elle m'apprenait à danser la valse, je mettais ses robes et tout. Donc ça, ce sont vraiment mes souvenirs très positifs de l'enfance parce que, comme je t'ai dit, c'est pas que j'en ai pas, c'est que je m'en souviens de peu en fait. Et du coup, les souvenirs positifs que j'avais étaient notamment ceux avec ma grand-mère où je dansais. Et puis, ouais, j'ai toujours adoré la musique, les clips. Tu vois, à l'époque, j'avais un magnétoscope, donc j'enregistrais les clips d'MTV sur ma cassette, sur mon magnétoscope, pour ensuite l'enregistrer sur une cassette audio que j'allais mettre dans mon baladeur. Et ma mère qui était rentrée en criant, mais c'est trop fort. Et du coup, j'étais dégoûtée parce que on entendait le cri de ma mère sur la musique, tu vois. Donc ouais, la musique, la danse, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été présent, même si j'ai pas fait de cours de danse quand j'étais jeune, mais c'était vraiment présent, ouais. Et du coup, tu as quand même choisi une formation corporate. Mais oui, écoute, je pense que parfois on doit passer par des voies pour retourner là où on doit être, peut-être. Mais comme je te l'ai dit, ouais, j'avais suivi une amie et puis moi j'ai fait un bac L, donc j'ai adoré les lettres. J'avais plutôt envie de faire une prépa littéraire. Mais j'étais pas éduquée sur l'après, j'avais pas de conscience de ce que pouvaient impliquer certaines études. Je savais juste que je voulais continuer des études. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait du droit. Je pense que inconsciemment aussi, je cherchais un cadre et un cadre sécurisant, des repères, une forme de justice aussi. Donc, je pense que ça a dû me guider de manière inconsciente. Et puis, c'était quand même intéressant intellectuellement, stimulant. Et comme j'ai réussi mes années de droit, après, ça s'est quand même assez vite enchaîné. Et sans que je me pose réellement la question de ce que j'allais faire après ces études de droit. Et donc, ça s'est carrément enchaîné. Et puis, c'est comme ça que je suis devenue avocate. En fait, je dis ça, ça s'est enchaîné comme si c'était simple, mais ça a demandé beaucoup d'études, de révisions, de sacrifices, de job étudiant. Donc, ça m'a bien forgé aussi dans mon raisonnement, dans ma capacité à être structurée, à être organisée, à voir les choses de manière claire, à avoir des réflexes juridiques, etc. Donc, c'est toujours ça d'acquis en fait, et c'est pas perdu. Je pense que quand on change parfois de direction, on se dit que ce qu'on a fait avant nous sert plus, mais ça nous sert toujours parce que c'est à l'intérieur de nous et on peut le remixer entre guillemets par d'autres biais. Mais c'est vrai que c'était, ça reste un choix parce que c'est moi qui inscrit mon nom à la fac de droit, mais c'était pas un choix vraiment conscient et posé avec une vocation derrière. Non, clairement pas. C'est intéressant ce choix de justice, la justice, parce que tu aurais pu prendre médecine, je sais pas moi, enfin tu vois, apprendre à être vétérinaire, enfin tu vois. D'avoir vécu des injustices, ou en tout cas les avoir senties comme des injustices, notamment, je pense, le fait de me dire,
bah, peut-être qu'une enfant n'a pas vocation à se poser des questions d'adulte et tu vois, c'était probablement vécu comme une injustice. La relation avec mon père aussi était pas facile et lui-même, bah, il est à l'opposé de la justice en fait. Donc du coup, je pense que clairement, il y a quelque chose de symbolique dans ce que pouvait représenter le droit, le cadre de référence. Et puis, bah, ça mettait probablement des, des limites à certaines choses, là où peut-être j'avais manqué de limites par rapport à mon enfance. Tu vois, ça mettait un cadre de référence entre ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Mais ça, je pense que c'est très inconscient et que je l'ai découvert un peu plus tard en thérapie, mais probablement que ça m'a aidé d'une certaine manière à avoir un cadre là où j'ai manqué. Alors, pas de cadre par rapport à mon éducation, parce que j'ai eu de bonnes valeurs à mon cadre, mais je pense un cadre de référence dans ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, mais de l'extérieur, tu vois, pas de l'intérieur. Le côté émotionnel, c'était OK, mais c'était plutôt de l'extérieur, c'est-à-dire bah, l'autorité, en fait. Clairement, le père, ce que peut représenter le masculin, etc. Donc, je pense que oui, il y avait de ça, mais ça devait être mon destin, ou en tout cas ma façon d'accéder à ce cadre plus extérieur. Tout ce protocole, on va dire, de détour, entre guillemets, c'était aussi peut-être un moyen pour moi de me faire confiance et de me dire, mais en fait, je le savais depuis le début et j'ai toujours eu cette croyance que les autres savaient mieux que moi. Donc en fait, ce que je savais, ce que je sentais, finalement, si quelqu'un me disait, mais non, on devrait faire LEA ou droit, je me disais, ah oui, si la personne avait l'air convaincue, je me disais, oui, elle doit avoir raison, tu vois. Et c'était en fait aussi, avec le recul, un moyen de me faire confiance et de me dire, en fait, tu sais très bien ce que tu veux, écoute-toi. Et alors, elle est arrivée comment, cette confiance? Ah, bah, je pense que c'est le chemin d'une vie. Je ne te dirais pas que j'ai full une confiance absolue. Ce qui m'a beaucoup aidé vraiment, c'est la thérapie que j'ai commencé assez tôt, finalement, à 24 ans. Et alors qu'à l'époque, je me disais, c'est super tard, tu vois. Mais finalement, je suis quand même assez contente d'avoir commencé ce chemin intérieur dont je te parlais au début. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Alors bien sûr, avec plein, plein de thérapeutes, de personnes différentes, tu vois, mais ça m'a aidé à prendre conscience de ce qui n'allait pas, à prendre conscience de ce qui allait, à mettre des mots sur des émotions, à m'affirmer, à me donner de l'élan pour prendre des décisions concrètes dans ma vie. Les amis aussi qui m'entourent, je pense que ça, c'est aussi important dans la confiance. J'ai des personnes autour de moi, je pense, qui, tu vois, m'ont donné confiance en voyant des points positifs que je ne voyais pas de moi, en fait. Donc ça m'a aidé. Euh, La danse aussi m'a beaucoup aidée sur un aspect qui va lier en fait le côté intériorité et physique. Ça m'a beaucoup aidée. Et puis après, c'est des accomplissements que j'ai pu réaliser qui étaient en accord avec mes valeurs, comme bah, faire ce que j'aime, être alignée avec qui je suis. Tu vois, avant, je faisais des brushings tout le temps, j'ai laissé mes boucles. Tu vois, il y a ce côté, la personne que je suis correspond, je sais qui je suis en fait. Donc, du coup, qui je suis à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Et ça donne confiance parce que même si on n'est jamais 100% authentique, parce qu'on a des exigences de vie en société et des moments où on doit porter, entre guillemets, pas des masques, mais en tout cas un cadre, globalement, c'est ça qui me donne le plus confiance, tu vois, c'est de savoir qui je suis et donc d'agir en accord avec qui je suis. Ça m'aide. Je pense que j'ai bien mis déjà 7 ans à juste cheminer avant d'avoir des effets qui soient vraiment forts d'un point de vue de la vie, en fait, des choix de vie. Mais intérieurement, oui, je commençais à mieux me connaître, je commençais à me positionner différemment, je commençais à faire des choix peut-être aussi différemment. Mais cette question d'audace, etc., c'est plus comme un entraînement au quotidien. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de créer mon entreprise en 2018 avec cette insouciance et cette inconscience de me dire, je vais aider les gens, tu vois.
Je me disais pas, je vais trouver des clients, je vais gagner ma vie. J'étais là, je vais faire ce que j'aime. Je n'avais pas du tout anticipé la question financière. Comme je te disais, le côté matériel, j'étais pas du tout dedans. Je pense que c'est pas plus mal parce que finalement, ça aurait pu peut-être me décourager. Mais donc, cette porte-là que j'ai ouverte en créant mon entreprise m'a demandé aussi de plus me montrer, par exemple, sur les réseaux sociaux, de partager certaines choses, de prendre ma place, de l'idée des groupes. Enfin voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est vrai que ça, c'était un gros travail qui n'était pas en fait en soi une thérapie, mais qui l'était par sa conséquence en fait. Il y a encore plein de choses sur lesquelles je doute et j'ose pas. Tu vois, c'est vraiment un process, mais c'est vrai que plus on fait des choses, plus j'ai pris des décisions et plus ça m'a aidé à comprendre que bah, ça allait pas me mettre en danger. Enfin voilà, c'est un cheminement. Donc il n'y a pas ce côté ah, comme on aime bien nous vendre parfois, deviens confiante en 30 minutes. Ben non, en fait, tu vois, sinon ça serait super facile, on le serait tous. Et je trouve que des fois, l'être humain, après c'est du marketing, mais un peu prétentieux d'oser dire certaines choses qui demandent parfois une vie, tu vois, ou plusieurs. Donc voilà, il y a pas, je pense qu'il n'y a pas vraiment de personnes pour moi qui ont absolument confiance et d'autres qui n'ont pas du tout confiance. On a toutes et tous des zones d'ombre où ça va être plus difficile pour faire certaines choses, alors que pour d'autres, ça va être plus facile. Et ce qui va vraiment changer, c'est aussi ben, les autorisations qu'on va se donner soi-même à aller faire des choses, à s'entourer aussi de personnes qui le font d'une manière qui nous parle et qui nous donne aussi cette impulsion d'y aller sans se travestir. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'options pour y arriver, mais c'est pas linéaire du tout. Et encore maintenant, je veux pas du tout vendre l'image de ah, c'est bon, j'ai confiance, faites comme moi, faites ce que je dis pour y arriver. Non, tu vois, il y a plein de moments où justement, tu parlais d'émotivité, où je suis au bout de ma vie, j'ai envie je pleure, je me dis que tout est nul, etc. C'est juste que maintenant, j'arrive un peu plus à prendre de la hauteur, à m'observer, à savoir que ça va être temporaire et que derrière, je vais pouvoir repartir, tu vois. Alors que peut-être avant, je serais restée dans mon émotion et associée à mon émotion. Donc voilà, après, bien sûr, il y a des degrés en fonction de ce que l'on vit. Il y a des choses qui sont plus dures et qui demandent plus de temps. Quelles sont les choses que tu as découvertes de toi, que tu as donc peut-être amenées dans ta vie, et puis d'autres que j'imagine tu as dû retirer de ta vie? J'ai découvert pas mal de choses. La première, c'est que j'étais hypersensible. Alors en fait, ça peut paraître étonnant parce que quelque part, c'était pas une surprise parce que j'ai toujours senti les gens, les lieux. Je me suis toujours sentie plus ou moins à l'aise ou pas à l'aise dans certains endroits. Donc finalement, c'était pas une découverte par rapport à l'hyper-empathie et puis le côté vraiment sensoriel. Mais en revanche, sur le côté émotionnel, comme je te le disais, dans mon enfance, j'ai beaucoup, beaucoup gardé de choses en moi. J'ai très peu exprimé mes émotions, mes peurs, etc. Donc, j'avais pris, en fait, je pense, cette habitude d'intérioriser les choses. Et donc, je dirais pas que mes émotions n'étaient pas accessibles parce que je pouvais pleurer, etc. J'étais pas dissociée, mais j'ai découvert une sensibilité très poétique, très artistique que j'avais pas forcément identifiée. Donc, ça peut être un goût pour des textes, regarder la lumière dans le ciel, écrire des poèmes, enfin, toutes ces choses-là, je les avais en moi, mais vraiment, je les sentais, mais tu sais, comme si tu sens l'eau qui bout, mais en fait, ça sort pas. Donc, il y a vraiment cette dimension artistique, créative. Ça, pour le coup, moi, si tu m'avais dit que j'étais créative, je t'aurais dit non. Bah, j'ai découvert que j'étais créative grâce à l'entrepreneuriat, que ce soit à travers la danse, la vidéo, à travers l'écriture.
une sorte aussi de capacité à ressentir vraiment les énergies, à parfois être un peu clairaudiente. Enfin, tu vois, vraiment plus des capacités extrasensorielles que je subissais peut-être plus avant. Et ce que j'ai laissé de côté, je dirais pas complètement parce que c'est un travail, mais c'est vraiment la dépendance affective, quoi. Tu vois, j'ai vraiment pris conscience à travers la thérapie que j'étais dépendante affective, même si pour moi, c'était contradictoire parce que j'étais très indépendante dans ma vie. Donc, pour moi, une personne dépendante affective, c'était quelqu'un vraiment qui ne pouvait pas vivre sans l'autre. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que oui, je peux vivre sans l'autre puisque je suis indépendante. Mais quand j'entrais en relation avec quelqu'un, c'est là que la dépendance s'activait ou se réactivait. Et donc ça, c'était vraiment le gros travail. Et franchement, je suis pas au bout de, de ce travail-là, mais c'est vraiment déjà de conscientiser ça, de toutes ces relations, notamment sentimentales, comment je rentrais pas justement dans des relations pour éviter de vivre certaines choses ou que j'étais attirée par des personnes qui n'étaient pas disponibles parce que dans mon schéma de d'amour, bah, c'était l'indisponibilité, tu vois. Enfin voilà, c'était vraiment ce côté ah oui, en fait, je pensais, je voyais pas du tout tu sais, le gros truc. Et en fait, ah oui, ok, d'accord. Mais ça, c'est vraiment le taf sur lequel je suis depuis pas mal de temps. Donc j'essaie, enfin, bon, je me défais petit à petit, mais je pense qu'on, tu vois, on a tous dans nos vies, enfin, je pense, des sujets qui sont peut-être le sujet qu'on est venu expérimenter et travailler. Et autant je touche du bois, tu vois, sur certaines choses, c'est fluide et tout, tu vois, il y a pas trop de grosses embûches. Mais sur le sujet du sentimental, de l'autonomie émotionnelle, du masculin, etc., bon là, c'était, et c'est encore un sujet de ma vie, ouais. Donc tu parles de l'hypersensibilité. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Puisque je sais que tu as écrit un livre à ce sujet, donc je t'en prie. Oui, j'ai écrit un livre dont le titre est J'assume mon hypersensibilité et je retrouve ma liberté. Te parler de l'hypersensibilité, alors c'est vrai que tout le monde parle maintenant d'hypersensibilité, enfin quand je dis tout le monde, on en entend beaucoup parler, de manière intéressante parce que ça permet d'ouvrir le sujet, parfois de manière limitante où on va parler que des émotions. Euh, donc voilà, si les gens s'intéressent, j'en parle dans mon livre en long et en large, mais pour donner vraiment des clés, pour moi, le point essentiel de l'hypersensibilité, c'est l'intensité. Je trouve que c'est vraiment la notion qui est transversale et qui définit avant tout l'hypersensibilité. C'est cette façon d'être au monde qui est intense, un peu comme si on avait moins de couches entre nous et le monde, et entre nous et notre monde intérieur. En fait, ça va dans les deux sens, avec cet aspect émotionnel, donc des émotions qui vont être déclenchées plus rapidement, qui vont durer plus longtemps, qui vont être plus intenses. L'aspect sensoriel, avec un spectre de réceptivité au sens qui va être plus large. Donc des sons que tu vas entendre, que d'autres n'entendront pas, des bruits, des images, des lumières qui vont être plus ou moins gênantes ou plus ou moins et qui vont être aussi de l'ordre de l'émerveillement parfois, là où des personnes ne vont pas voir certaines choses. Il y a le côté aussi pensée, vraiment une pensée profonde, avec la volonté de peser le pour et le contre, qui a des avantages et aussi des inconvénients, parce que parfois ça peut bloquer en fait. Il y a toujours ce choix de vouloir trouver la meilleure option possible, en fait, hein, peser vraiment le pour et le contre. Et puis, il y a l'hyper-empathie. L'hyper-empathie qui est de ressentir ce que ressent l'autre, capter les non-dits, les dissonances, ben voilà, sentir les émotions des autres, être cette éponge émotionnelle, donc faire ce travail aussi de centrage pour se recentrer sur ses émotions. Il y a vraiment cette hypersensibilité qui amène vers un repère extérieur. En fait, tu peux quand tu es hypersensible, savoir ce que ton frère voudrait manger, pourquoi la personne est stressée, mais toi, tu sais pas ce que tu veux parce qu'en fait, c'est pas que tu sais pas, c'est que tu es dilué dans les attentes des autres et tu un peu une sorte de double vie ou double journée
où tu passes ton temps à projeter ce qui pourrait faire plaisir à l'autre parce que tu as capté que quand l'autre allait bien, du coup, toi, tu allais bien. Donc, c'est un travail de retour à soi, de repartir en repère intérieur, en tout cas me concernant, mais aussi pour beaucoup d'hypersensibles, de repartir à l'intérieur de soi et de pouvoir voilà, traiter ses émotions, les vivre, les recycler, avoir cette hygiène en fait multidimensionnelle pour bien vivre son hypersensibilité. Ça, je pense que c'est hyper important. C'est pas juste comprendre qu'on est hypersensible, même si c'est un point de départ, c'est après bien vivre avec son hypersensibilité dans voilà, une société qui est pas hyper friendly avec les personnes sensibles, quoi. Et donc avec les êtres humains, parce qu'on est tous sensibles, mais d'autant plus si on est hypersensible. Oui, oui, c'est très vrai, bien sûr. Ah oui, non, notre société n'est pas formée pour parler émotion, sensibilité, voilà, intuition. Si une personne nous écoute là maintenant et se dit, ah, je me reconnais là-dedans, dans cette hyper empathie, cette hyper émotion et le fait d'être tourné vers l'extérieur, moins vers mon Mhm. intérieur, quelles seraient des petites clés que tu peux donner comme ça, des petits outils voilà, à faire gratuitement? Déjà, au-delà de mon livre, ça va être effectivement peut-être se documenter pour comprendre ce qui se passe, un petit peu le mode d'emploi qui permet d'identifier justement ces sensations, cette hyper-empathie. Ça passe par le filtre mental et c'est important parce que ça permet de comprendre et comme les hypersensibles aiment comprendre, aiment mettre du sens, ça peut aider si on est vraiment dans une situation où on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Le deuxième conseil pour moi, ce serait vraiment de se vider, en fait. Et donc, ça peut passer par différentes choses. Quand je dis vider, c'est se nettoyer. Donc, ça peut être se nettoyer le mental, l'esprit en écrivant. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent des cahiers poubelles, entre guillemets, où en fait, ils mettent vraiment tout ce qui les énerve, tout ce qui leur passe par la tête. En tout cas, écrire fait vraiment du bien. Ça permet de poser les choses. Ça permet de prendre du temps pour soi, ça permet parfois de dire des choses que l'on n'ose pas dire et de s'autoriser, un peu comme un journal intime, tu vois, de dire aussi des choses qui ne nous vont pas, qu'on n'a pas réussi forcément à verbaliser. Ensuite, ben, dans mon expérience, je parlerai de la danse, parce que la danse, pour moi, permet vraiment... il y a danse et danse, entre guillemets. Enfin, la danse, c'est la danse, mais on peut faire de la danse avec une approche très technique et donc, c'est bien si on souhaite apprendre la technique, mais on peut aussi faire de la danse pour soi, danser chez soi, mettre de la musique et juste faire ce que notre corps veut faire du mouvement. Et ça va aider à nettoyer les émotions. Pour moi, c'est comme une hygiène corporelle, émotionnelle. Donc là, ça permet vraiment de se sentir mieux sans vraiment comprendre ce qui s'est passé, mais on se sent mieux après son cours de danse. Donc moi, je sais que j'adore la danse, donc c'est quelque chose qui est méditatif pour moi, qui je pense fera du bien à tout le monde, mais qui va peut-être pas être le moyen le plus accessible à certaines personnes qui n'aiment pas la danse, par exemple. Donc, si ce sont des personnes qui n'aiment pas la danse, ça serait aussi de trouver à l'activité qui nous fait du bien et qui nous met dans un état vraiment d'instant présent, d'être dans l'instant présent. Ça peut être le tricot, ça peut être, enfin voilà, quelque chose qui se demandait en fait dans quel moment j'oublie ce qui se passe autour de moi et en fait je suis pleinement là. Ben, la nature, clairement, là pour les hypersensibles, c'est hyper important de se connecter à la nature. On a aussi souvent un goût particulier à l'eau, donc qui apaise, puisque l'eau va symboliser les émotions. Donc ça peut être nager, ça peut être regarder la mer, ça peut être prendre une douche. Voilà, en tout cas, la nature, le vivant ou les animaux, enfin, tu vois, vraiment ce qui permet d'entrer en connexion avec le tout, avec l'environnement et de sortir du côté vraiment pilote automatique qui est très stressant et qui nous agresse et qui dérégule notre système nerveux parce que quand on est hypersensible, justement, comme on reçoit beaucoup d'informations, un peu plus que la moyenne, moi, je pense que la plupart d'entre nous avons un système nerveux dérégulé. Enfin, déjà, dans notre société, mais encore plus quand on est hypersensible, il y a beaucoup d'inflammation, etc. Puis après, ça me fait penser à l'aspect aussi nourriture, tu vois, les aliments, ce qu'on va se donner à notre corps afin de l'apaiser aussi et de parfois pallier à la nourriture émotionnelle. En tout cas, déjà identifier, peut-être qu'on est dans un rapport
d'émotion à la nourriture, le travailler et aussi ne pas mettre de côté tout l'aspect vraiment de ce qu'on mange, de ce que l'on boit. Certains aliments, il y a une naturopathe dans mon livre, Bénédicte Malecki, qui en parle, tu vois, des aliments qui vont venir encore plus inflammer, encore plus sensibiliser là où on aurait besoin de choses plus alcalines, plus apaisantes. Donc voilà, je dirais ces outils-là, voilà, se renseigner, c'est la première étape pour comprendre. Évidemment, se faire accompagner, si on le sent, par quelqu'un qui connaît le sujet, tu vois, qui va pouvoir nous aider au-delà de nous dire prends des anxiolytiques, même si parfois ça peut être une béquille, mais enfin voilà, je pense qu'il y a d'autres choses qu'on peut explorer. Et puis vraiment l'écriture, la nature, le mouvement, du temps pour soi, la solitude aussi, ça recharge beaucoup pour justement se libérer de tout ce qu'on a accumulé qui nous appartient pas en fait. Merci pour ces précieux conseils. Comment la danse est arrivée dans ta vie et quelle part elle prend de ta vie? Je pense que c'est vers 30 ans que j'ai commencé à prendre des cours. Je prenais des cours plutôt de raga jam avec une prof que j'adorais à l'époque, Laure Courtelmont, de dancehall. Et puis après, j'ai commencé la danse en talons avec Nadine Tima en 2016, qui m'a vraiment aidée parce que là, c'était technique et en même temps, c'était très émotionnel sur la féminité, sur la posture, sur le regard, sur l'estime de soi. Enfin voilà, c'était vraiment moi, j'ai vu une vidéo et je me suis dit, ah, ça a l'air trop bien de danser en talons, tu vois, un peu, ah, ça a l'air d'être trop cool, un truc de clip et tout. En fait, j'y suis allée sans attente, je voulais vraiment m'amuser, mais c'était beaucoup plus profond que ça en avait l'air, notamment parce que Nadine, elle a cette approche aussi très féminine et très dans le ressenti que n'ont pas forcément tous les profs. Donc, c'est aussi une question de sensibilité du prof. Donc, voilà, c'est comme ça que ça m'a amené un peu plus régulièrement à prendre des cours de danse. Et en fait, j'adore danser librement. Donc, si tu mets une musique que j'aime, je vais voilà, être dans la danse, improviser. Et j'ai beaucoup plus de mal avec les chorés parce que je pense que j'ai un peu des problèmes d'orientation et de mémorisation. Donc, c'est moins mon truc. Donc, ça me challenge beaucoup. Mais comme j'adore finalement danser, je le fais quand même. Et c'est vrai que c'était pas. Je suis plus dans la danse organique de danser sur quelque chose qui me fait du bien. Et puis petit à petit, justement, comme je me sentais parfois appelée par l'expérience de la danse dans les accompagnements que je pouvais proposer, je me suis autorisée à donner des ateliers de danse libre, etc. Parce qu'en fait, les gens me disaient, ah, j'aime trop quand tu danses. Ah, cette vidéo où tu danses m'a donné envie de faire ça, alors que je le faisais pas du tout pour ça. Et justement, tu parlais de confiance, c'est aussi un endroit où je peux avoir confiance et pas du tout confiance en même temps, parce que quand je danse vraiment, j'oublie tout et donc finalement, j'ai confiance parce que je calcule pas ce qui se passe autour de moi. Mais en même temps, quand je suis dans une approche de technique, etc., j'ai pas confiance parce que je me trouve pas assez dans la technique, ce qui n'est pas faux, tu vois. Donc, c'est aussi les choses que m'ont renvoyé d'autres femmes qui m'ont aidée et qui m'ont permis de prendre confiance et voilà, de donner des ateliers. Ensuite, je me suis formée à Afrovibe. Donc là, je donne des cours d'Afrovibe. Je vais donner des cours aussi à la rentrée chez Décibel à Paris, où j'ai passé un casting, j'ai été prise. Donc finalement, sur le tard, je me suis autorisée un peu plus à prendre ma place avec la danse, même si je ne me considère pas prof de danse, mais en tout cas, la danse, c'est un outil déjà pour moi. Et c'est un outil aussi de connexion au groupe, de partage, de joie, d'émotion, de libération. Et c'est ça, en fait, qui me plaît le plus. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. C'est un langage, en fait. C'est une expression. Comme parfois, j'ai du mal à trouver mes mots à l'oral. Enfin, à l'écrit, c'est mieux, mais à l'oral, je ressens tellement de choses que tu vois, des fois, j'ai plein d'informations et je sais pas comment l'exprimer. Mais la danse, ouais, c'est un moyen d'expression. C'est presque qui je suis, en fait. Peut s'exprimer à travers la danse. Et sans mots et sans dire ah, voilà, je fais ça, ah, regarde-moi, ah, ne me regarde pas, c'est moi en fait. Et donc, du coup, c'est aussi un moyen, ouais, c'est très juste ce que tu dis, j'avais pas forcément vu comme ça, mais ouais, de m'exprimer au-delà des mots et juste de ressentir et de faire ressentir. Qu'est-ce que tu proposes comme accompagnement, Aurélia?
Alors, ça, c'est une grosse question aussi parce que j'ai mis pas mal de choses à plat. Et là, je suis un peu dans un entre-deux où, honnêtement, je propose pas mal de cours de danse, justement, parce que ça permet, ça me fait du bien et ça fait du bien aux femmes. Dans les accompagnements que je propose, j'accompagne quand même beaucoup les femmes, je dirais 99% de femmes, à aller s'explorer, à se connaître, à s'assumer. Donc souvent, ce sont des femmes hypersensibles, qui ont une dimension artistique qui est parfois un peu refoulée, qui n'osent pas l'affirmer dans leur carrière, etc. Donc on fait un travail vraiment d'exploration de soi et ensuite de mise concrète dans la matière avec... je crée aussi des vidéos pour ces femmes-là qui vont les aider à se voir différemment. Donc, je vais vraiment accompagner, ça peut paraître vraiment pompeux de dire ça, mais une forme de connexion à son âme, en fait, de qui je suis, en tout cas son essence, qui je suis profondément et comment je vais aller m'autoriser à l'exprimer. Et donc, ça peut être par le travail, ça peut être par mes relations, mais c'est avant tout un travail intérieur. Et puis, une forme d'émancipation aussi, je pense, d'émancipation de ah, mais j'ai tout bien fait, et puis finalement, je suis pas finalement très heureuse non plus. Donc, je propose voilà, des accompagnements individuels. Les accompagnements de groupe, pour le moment, j'en ai pas, à part les cours de danse, mais c'est une idée que j'ai en tête, justement, de créer un accompagnement qui va réunir un petit peu tout ce que j'ai en moi, la vidéo, la photo, la danse. Voilà, j'en ai déjà un qui s'appelle Solaré. J'aimerais le mettre à jour et le remixer, on va dire, et le mettre au goût du jour. Donc, je donne des cours à Miramas dans le sud et je donne des cours à Paris. Donc, j'ai des groupes WhatsApp, en fait, auxquels les personnes peuvent avoir accès sur mon Linktree, là, sur Instagram, pour Paris et pour le sud. Et donc, je donne des cours d'Afro Vibe, qui est un concept qui va lier le côté renforcement musculaire, fitness et danse inspirée de danse afro-descendante. Donc, vraiment décorés, qui sont accessibles à tous, avec un esprit vraiment de joie, de good vibe, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis, à la rentrée, je serai chez Décibel aussi, à Paris, qui est un concept qui lie aussi la danse et l'expérience, où tu es dans le noir, il y a des lumières, c'est un peu comme si tu étais en mode boîte de nuit, où chacun peut danser sans sentir le regard de l'autre, sur des chorés qui sont simples, accessibles, avec des playlists que je vais créer, donc très afro, hip-hop, R&B, tout ça, voilà, très bonne ambiance. Donc voilà pour l'actu qui peut bouger en fonction de là où j'irai, mais voilà, ça va être vraiment Paris ou le sud. Écoute, Aurélia, on arrive bientôt à la fin et donc comme à l'accoutumée, je te laisse les mots de la fin. Bah, déjà, merci, Jenna, parce que là, on ne nous voit pas, mais je te vois et c'est hyper agréable de te voir. Tu es belle, tu es souriante. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Bah, le mot de la fin, je dirais de ne pas négliger notre monde intérieur et le travail que l'on peut faire sur soi intérieurement, qui est invisible et qui est souvent négligé, en tout cas qui n'est pas mis en avant parce que justement il n'est pas visible. Et en fait, c'est ce travail-là qui permet d'avoir des résultats visibles. Et donc, ne pas toujours chercher des résultats magiques, mais s'autoriser à les plonger en soi, à les se découvrir, à les se réécrire, à les voir des zones de soi qu'on ne connaît pas, justement, pour ensuite aller naviguer dans la vraie vie avec ces découvertes personnelles sur qui l'on est. Donc voilà, ne pas toujours aller chercher le côté efficace, instantané, la beauté extérieure, les outils, etc. C'est cool, ça peut aider, mais je pense que le travail le plus profond, il est intérieur. Il n'est pas mis en avant parce qu'on a l'impression que ça ne sert à rien, ou c'est pour les gens qui ont des problèmes. Non, c'est pour tout le monde. Et voilà, si tout le monde le faisait, je pense qu'on est les premiers à reprocher à nos parents de ne pas avoir été assez ci, assez ça, à certaines personnes, etc. En fait, si on se connaissait tous un peu mieux, on aurait des fonctionnements qui seraient plus matures et on irait mieux, quoi. On serait plus heureux. Ce serait ça le message. Aller dans son monde intérieur. Merci infiniment Aurélia. Et à toi, Jenna.